Bienvenue à tout le monde. Donc vous êtes venu voir la conciergerie, ancien palais devenu prison. La salle des gendarmes et la salle des gardes que nous allons voir ont été construites en 1313, à côté de la Sainte-Chapelle qui a été édifiée sous le règne de Saint-Louis. La Sainte-Chapelle a été édifiée sur l'emplacement d'anciens lieux de culte druidique pratiqués par la tribu des Parisis. Donc c'est un lieu un peu mystique, un peu occulte, et nous allons voir justement l'aspect méconnu, insolite, voire violent de l'histoire de la conciergerie. Donc si vous voulez bien mettre vos portables sur vibreur et suivre nos panaches verts si jamais vous vous perdez. Voilà, on va commencer tout de suite par la découverte d'un objet à caractère sensationnel dans l'ancien escalier médiéval, si vous voulez bien me suivre. L'inondation due à la crue de la Seine en 1910 a fait des dégâts énormes dans la Seine des gendarmes, puisque le niveau de l'eau est monté jusqu'en haut de la bande noire que vous voyez là. Donc vous imaginez l'ampleur des travaux de déblaiement qui ont duré près de 3 ans, au cours desquels ont été pratiquées des fouilles qui ont permis de mettre à jour des éléments inconnus du bâtiment, comme l'escalier médiéval qui est dans le petit coin là-bas. Et dans cet escalier a été découvert une lunette astronomique du XVIIe siècle, correspondant au modèle de la lunette de Galilée. Or, il se trouve que Galilée, en 1635, était enfermé dans sa villa de Florence et il envoyait ses manuscrits pour être publiés à Paris et en Hollande. Or, dans cette lunette qui a été retrouvée en 1912, était roulé un manuscrit dont les caractères en latin étaient à moitié effacés par l'inondation, mais les chercheurs ont permis de traduire ce document qui préfigure en fait une théorie de la gravité universelle 100 ans avant Newton. Voilà. Donc un objet comme ça insolite. On va passer maintenant aux cuisines qui datent du règne de Jean de Lebon. Observer le superbe escalier en fluide. Malheureusement, l'accès aux cuisines est fermé pour cause de sécurité, mais on rapporte un fait divers puisqu'elle a été construite un peu après la salle des gendarmes. En fait, la salle des gendarmes servait au festin, au banquet, donc on a construit une cuisine pour pouvoir servir les banquets. Et en 1362, Pierre de l'Étoile, dans ses chroniques, rapporte un événement assez étrange puisqu'il s'agit d'un fait divers. Le chevalier Renaud de Montcorbier aurait disparu au cours d'une cérémonie et son corps n'aurait jamais été retrouvé. La rumeur dit que maître Pierre Richard, qui était le maître-queux, c'est-à-dire le cuisinier royal, aurait supprimé le chevalier et pour se débarrasser du corps, l'aurait servi sur la table du banquet sous la forme d'une pièce de venaison rôtie au miel. Voilà, bon, ce fait n'est pas attesté, mais c'est l'histoire de la cuisine, de la conciergerie. On va passer maintenant au règne de Charles V le Sage. À partir de 1165, circule une légende dans les cours des pays d'Europe, selon laquelle un royaume chrétien du nom du royaume du prêtre Jean existerait au-delà des frontières du Moyen-Orient. Le prêtre Jean serait un roi d'une des 3 Indes et de l'ancienne Babylone et serait propriétaire d'un royaume merveilleux avec des rivières charriant des diamants et des joyaux et des palais faits d'or et d'argent. Cette légende court sur pas mal de siècles et en fait, à la fin du XIVe siècle, au cours du règne de Charles V le Sage, un ambassadeur se présente à la cour, porteur d'une lettre de marque en provenance du royaume du prêtre Jean. Et il est donc reçu, car Charles V était alors engagé dans une guerre sans merci contre l'Empire ottoman, et il voulait s'allier avec un royaume situé au-delà des frontières du Moyen-Orient pour le prendre en tenaille. Donc il
il a établi un banquet dans toute la travée. Vous voyez au fond de la colonne, là-bas, il y a une table en marbre noir. En fait, il s'agissait d'une série de tables en marbre qui étaient dressées tout le long des colonnes. Et on avait disposé dessus des cygnes rôtis, des cochons de lait, des nains recouverts de pâté en croûte. C'était une coutume de banquet. Et des jacques de vin, etc. Il y avait des ménestrels, des troubadours. Mais l'ambassadeur, malheureusement, ne parlait pas un traître mot de français. Et Charles V était passablement énervé puisqu'il n'arrivait pas à communiquer avec lui. Tout à coup, d'après les témoins de l'époque, l'ambassadeur, pris d'une frénésie créatrice, s'est mis à construire des éléments d'architecture du palais, de son palais d'origine, à partir des aliments qui se trouvaient sur la table. Et Charles V, qui était un roi excessivement pieux, était extrêmement vexé par ce gâchis et il a congédié l'ambassadeur dans ses appartements qui étaient situés au-dessus. Le lendemain, quand il est revenu dans les appartements de l'ambassadeur, il avait disparu. Alors on ne sait pas s'il s'agissait d'un imposteur ou s'il s'agit d'une légende relayée par les témoins de l'époque. Voilà, maintenant on va passer à un épisode de la construction de la salle, puisqu'elle a trait aux clés de voûte du plafond. Alors vous voyez la sublime succession de clés de voûte qui témoigne d'une technique tout à fait remarquable qui est celle des bâtisseurs de cathédrales. En effet, en 1313, quand la salle fut achevée, il s'agissait de tailleurs de pierre et de sculpteurs qui avaient hérité leur savoir des bâtisseurs de cathédrales, mais pas seulement, puisqu'ils avaient aussi hérité d'une forme de pensée qui s'apparente à la franc-maçonnerie primitive et qui est inspirée par les écrits alchimiques et ésotériques de Nicolas Flamel. Pour signer leur travail, ils avaient chacun inscrit un symbole alchimique sur les boutons des clés de voûte que vous voyez là-haut. Et en 1314, Philippe le Bel meurt et Louis X est investi dans le palais. Et il s'aperçoit peu à peu de la présence de ces symboles qui sont signes d'hérésie. Aussi, il les fait effacer et fait poncer les pierres et fait rechercher les tailleurs de pierre et les sculptiers qui sont brûlés vifs en place de grève en qualité d'hérétiques. On va passer maintenant à une autre utilisation de la conciergerie, puisqu'elle a servi pendant la Révolution d'entrepôt d'objets et de trésors royaux et religieux. Comme vous le savez, en 1789, les bâtiments religieux, les palais royaux sont pillés par le peuple et par les révolutionnaires. Et parmi eux, la basilique Saint-Denis qui enregistre d'énormes pertes, et notamment les statues de rois et de saints qui sont soit détruites, soit poussées à terre et les têtes sont décollées. Or, à l'époque, il y avait un archéologue du nom de Nicolas Barbier qui s'intéressait de près à la sculpture et qui avait d'ailleurs collaboré en qualité d'expert à l'écriture de l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert. Il avait donc demandé au comité révolutionnaire d'avoir le droit de collectionner ces têtes et de les entreposer ici, mais d'après les arrêts mémorables du Parlement de Paris, il y a eu un événement tragique, puisque apparemment l'assistant de Nicolas Barbier, qui s'appelait Justin Rémy, aurait fourbement dérobé les notes de son maître pour les copier. Et pris d'un accès de fureur démente, Nicolas Barbier se serait saisi d'une tête sculptée et aurait fracassé la boîte crânienne de son assistant avant de le précipiter dans la boule de goutte que vous voyez là, qui mène à une canalisation gallo-romaine qui était à l'époque diminuée. Et par un miracle de la nature, 2 mois plus tard, il y a une remontée d'égouts de ce côté-là qui fait remonter les débris du corps, ce qui a pour effet d'inculper tout de suite l'archéologue qui sera exécuté pendant la terreur, puisqu'à l'époque, pardon. Ah, excusez-moi. Ça ouvre vos deux voix. Merci.
Bon, donc vous voyez, la cour ici, il y avait une guillotine assez célèbre puisqu'elle a beaucoup marché pendant la Terreur. On va passer maintenant au XVe siècle, puisqu'au XVe siècle, la conciergerie devient une prison. Et à cet effet, on va voir l'utilisation un peu spéciale qu'on avait fait de la rue de Paris. Ce que vous voyez, c'est la partie de la salle des gendarmes qui est derrière les grilles. Alors il faut savoir qu'au XVe siècle, la conciergerie devient donc une prison, mais il y avait déjà une énorme prison juste en face, puisque place du Châtelet, il y avait la prison du Petit Châtelet, qui comportait non seulement une prison, mais aussi une salle de torture et une morgue. Et les suspects, lorsqu'ils étaient soumis à la question, il y avait deux choix. En fait, il y avait soit la question ordinaire qui faisait partie d'un rituel de torture assez classique, soit la question extraordinaire qui mettait en œuvre des techniques beaucoup plus raffinées et beaucoup plus sordides de torture. Or, les bourreaux du Petit Châtelet s'étaient insurgés car ils estimaient qu'ils n'avaient pas assez de place pour faire correctement leur travail et ils avaient exigé d'annexer cette partie-là afin de pratiquer l'estrapade. Alors l'estrapade, vous en avez un souvenir dans le 5e arrondissement, puisqu'il y a une rue de l'estrapade, c'était une estrapade en plein air. Je vous explique le principe. Le supplicié est suspendu entre le plafond et le sol au moyen de cordes à la grille et à l'aide d'une machinerie animée de poulies. On va entreprendre de déchirer les muscles et de disloquer les os afin d'obtenir une sorte de chiffre molle qui sera par la suite empalé ou non selon le châtiment dont il a été condamné. Voilà. Donc je vous rassure, à la fin du XVIIe siècle, ces techniques barbares ont été abolies puisque sous la pression de penseurs de l'époque, on a arrêté la torture, du moins dans cette partie, puisque la prison de la conciergerie est quand même une des prisons les plus dures et les plus cruelles de l'histoire de France. L'année 1815 marque le terme du règne de Napoléon, puisqu'il subit la défaite de Waterloo. Et suite à cet échec, c'est la débandade en France. Les Prussiens et les Cosaques font le siège de Paris, puis investissent la ville. Et devant cette terrible nouvelle, les bâtiments administratifs tels que la prison de la conciergerie sont vidés de leurs effectifs et sont pendant quelques semaines restés à l'état d'abandon. Or, à l'époque, dans les faubourgs, on parle beaucoup d'une sorte de monstre sanguinaire qui est appelé sous le nom de dévoreur du carreau du temps. Pourquoi dévoreur? Parce qu'en fait, il assassinait ses victimes pour se repaître de leur foi. Et en fait, la cachette de ce sinistre individu était située à l'intérieur de cette cheminée, comme vous pouvez le voir là, en vous mettant de mon côté. Ça a un peu changé depuis, mais voilà une sorte de niche. Mais en fait, justice fut faite car un soir, il avait ramené une victime pas vraiment morte dans son antre. Et la victime, en se débattant, a réussi à chuter dans le linteau de la cheminée et en hurlant, a attiré l'attention de capitaines de dragons réfugiés dans la conciergerie qui sont venus à l'aide au roi, en agonisant. Et en fait, ils ont tendu une embuscade en allumant un grand feu. Le monstre est sorti en couinant par la cheminée sur le toit, mais sur le toit, des grenadiers l'attendaient armés de sabres et l'ont dépecé. Donc justice fut faite pour le dévoreur du carreau. On va passer maintenant à la dernière cheminée concernant une légende de cheval. Lorsque la
une phalange de Jésus-Christ était dissimulée dans ces murs. Croyance que partageaient 13 croisés qui revenaient de Terre Sainte et qui là-bas avaient adopté le culte zoroastrien, qui est une forme de christianisme primitif et qui met en jeu des rituels sacrificiels. En l'occurrence, ici, il s'agissait de dépecer un agneau en morceaux égaux et de l'embrocher sur des épées afin de le faire brûler dans un feu vif pour proférer des incantations et des prières. Dans ses mémoires, Enguerrand de Marigny, qui était le bras droit de Philippe le Bel, rapporte que la cérémonie un peu occulte, puisqu'il l'effectuait dans le plus grand secret, avait été découverte par des gendarmes et les croisés avaient été incarcérés puis condamnés à un châtiment fort peu charitable, puisqu'ils avaient été écorchés vifs et enduits d'un mélange de poix fumante et de plomb fondu qui avait achevé de les consumer et de les détruire. Donc voilà, une mort assez malheureuse. On va maintenant passer à la salle des gardes, si vous le voulez bien. Voilà, des enfants. Donc ici, c'était la salle dévolue au repos des gardes. Une salle à dimension plus humaine, qui a servi d'hôpital pendant la Commune, puisque en 1870, les Prussiens reviennent à Paris. En 1871, la Commune éclate, donc grande insurrection populaire. Et ce qu'on sait peu, c'est que les communards avaient réussi à prendre le contrôle de la prison pendant l'espace de quelques semaines et avaient établi ici un hôpital de campagne pour les blessés communards. Un dénommé Richard Bailly, qui était chirurgien et disciple du chirurgien Orfila, avait pris le contrôle de cet hôpital et tout se passait pour le mieux, jusqu'à ce qu'un assistant révèle que les patients qui étaient atteints de méningite avaient en fait été servis de cobayes aux chirurgiens qui, dans le plus grand secret, avaient opéré sur eux des trépanations en leur ouvrant la boîte crânienne afin d'étudier leur système nerveux. Et les patients mal soignés avaient le cerveau infecté et mouraient des suites de cet essai chirurgical. Donc il fut exécuté par un peloton dans la cour de la conciergerie. Et on va maintenant passer à un épisode plus littéraire de l'histoire de la conciergerie. Balzac raconte qu'en fait Lucien de Rubempré et Vautrin étant enfermés dans la conciergerie, et Lucien ayant beaucoup de maîtresses dans la haute société parisienne, il est en quelque sorte assailli par ces grandes dames, dont la comtesse de Sérisy, qui évidemment essaie de libérer son amant et se jette sur les barreaux. Alors elle est à peu près aussi frêle que moi, et elle arrive, et c'est comment, à arracher deux barreaux. Ce qui est très embarrassant pour la direction de la maison. Alors, pourquoi ce phénomène? Il y a une explication. En 1791, Marie-Antoinette est incarcérée ici et un ami de la famille royale, Alexandre XI de Rougeville, est chargé de fomenter un peu de aussi, il demande à un forgeron, merci les enfants, de commander deux barreaux qui seraient amovibles pour permettre le passage de la reine. Le problème, c'est que le projet est caduc, puisque les appartements de la reine ont été transférés de l'autre côté de la conciergerie et qu'en fait elle n'a jamais accédé à cette partie de la prison. Voilà. Donc maintenant, vous pouvez voir, enfin vous ne pouvez pas voir en fait, puisqu'elle est cachée. Derrière ces portes se situe la tour d'argent. Alors quand vous êtes de l'autre côté de la scène, vous voyez cette tour un peu pointue d'apparence médiévale qui date en fait du règne de Philippe le Bel. Et Philippe le Bel, qui fait partie des rois maudits, avait mené une guerre pendant tout le long de son règne contre les Templiers. Et à cet effet, il a
installé une vierge de fer. Alors peut-être vous en avez déjà vu dans des musées de la torture. C'est une sorte de sarcophage en fer forgé avec des pointes qui rentrent à l'intérieur du supplicié. La particularité de cette vierge de fer était qu'elle comportait des pointes d'argent pour rappeler aux Templiers leur goût du luxe et leur richesse et également leur trésor caché, puisque c'est ça que cherchait Philippe le Bel. Et on raconte que Jacques de Molay, qui est celui qui a proféré la malédiction contre le pape, le roi et le grand inquisiteur, a été enfermé, enfin il a tâté en quelque sorte de la Vierge de Fer, et c'est pour ça que sa vengeance a été terrible. On va passer maintenant à une autre menace de la France. Il s'agit encore d'un projet d'évasion. Au début de la Belle Époque, la menace numéro 1 de la France, c'est l'anarchie. Les anarchistes sont en effet considérés comme des éléments dangereux qu'il faut à tout prix supprimer. Et ici est incarcéré le grand anarchiste Ravachol qui a accompli un certain nombre d'attentats dans Paris, boulevard Saint-Germain, boulevard Montmartre, et qui a été décapité en 1892. Or, en 1891, un attentat fait exploser un immeuble en bordure de Paris et un groupe identifié comme appartenant à la mouvance anarchiste de Ravachol est arrêté et incarcéré à la conciergerie. Mais l'un des membres de ce groupe, qui avait pour nom de guerre Rôle la Terreur, a réussi à se réfugier dans le maquis Montmartre, puisqu'à l'époque Montmartre était une sorte de campagne, banlieue, ville qui comportait beaucoup de terrains vagues et qui cachait notamment des truands et des jeunes gens qui voulaient échapper à l'enrôlement dans les bataillons d'Afrique pour éviter d'aller à Biribi, et ce qui donna une idée à Rôle la Terreur, puisqu'il se procura les plans des soubassements et des égouts en dessous de la conciergerie et se le fit tatouer sur le dos afin de se rendre à la police et d'être incarcéré à son tour à la conciergerie, où il libéra ses compagnons en passant par les égouts. C'était un plan fort audacieux et il vous rappelle certainement quelque chose. Ce n'est pas étonnant puisque Paul Feuchtring, qui est le créateur de la série Prison Break, a parlé de cet événement dans une interview il y a 2 ans dans un magazine qui s'appelle Serial Story, et où il avoue avoir entendu parler de cette histoire et s'en être servi pour départ du pitch de la série Prison Break que nous connaissons tous. Voilà. On va terminer sur la légende fondatrice de la salle des gendarmes, si vous voulez bien me suivre. Approchez-vous, sinon vous ne pourrez pas parler assez fort. Vous vous rappelez dans les livres d'histoire de France avoir lu que Saint-Louis rendait la justice sous un chêne à Vincennes. En réalité c'est faux, et le chêne n'était pas à Vincennes, mais sur le domaine royal, c'est-à-dire le domaine royal, c'était l'île Saint-Louis et l'île de la Cité. Et dans la lignée des rois descendants de Clovis, il y avait le roi Eudes Ier qui est né en 898 et en fait qui est à l'origine un peu de l'histoire de ce chêne, puisque le chêne était en fait planté à peu près dans ce périmètre et était consacré aux baptêmes royaux des premiers rois de France. Et en fait la légende raconte qu'à la naissance d'Eudes Ier était né également un frère jumeau, et que lorsque les nourrissons furent placés sous le chêne, une couleuvre tomba de la branche maîtresse, et Eudes Ier, avec une force peu commune pour un enfant de son âge, s'empara de la couleuvre et étouffa son frère qui mourut de strangulation, ce qui gêna beaucoup l'aristocratie française,
qui voyait dans cet événement un signe de malédiction certaine pour les descendants de premier et lui-même. Aussi, l'enfant mort fut enseveli sous le chêne et l'anathème fut jeté sur l'arbre. Et Saint Louis, lorsqu'il fut investi roi, avait entendu parler de cette malédiction et voulut inverser la tendance en faisant de ce chêne un symbole de justice et de paix. Voilà, ma visite est terminée. Vous pouvez continuer vers les cellules qui sont très bien indiquées. Je pense que vous n'aurez pas besoin d'indication. Et voilà, je vous souhaite une très bonne visite de la Conciergerie. Merci.